Le vicomte de Bragelonne, partie 9, chapitre 36. Comment d'Artagnan tira, comme eût fait une fée, une maison de plaisance d'une boîte de sapin. Les paroles du roi, touchant l'amour-propre de Monk, n'avaient pas inspiré à d'Artagnan une médiocre appréhension. Le lieutenant avait eu toute sa vie le grand art de choisir ses ennemis, et lorsqu'il les avait pris implacables et invincibles, c'est qu'il n'avait pu, sous aucun prétexte, faire autrement. Mais les points de vue changent beaucoup dans la vie. C'est une lanterne magique dont l'œil de l'homme modifie chaque année les aspects. Il en résulte que, du dernier jour d'une année où l'on voyait blanc, au premier jour de l'autre où l'on verra noir, il n'y a que l'espace d'une nuit. Or, d'Artagnan, lorsqu'il partit de Calais avec ses 10 sacripants, se souciait aussi peu de prendre à partie Goliath, Nabuchodonosor ou Holoferne que de croiser l'épée avec une recrue ou que de discuter avec son hôtesse. Alors, il ressemblait à l'épervier qui à jeun attaque un bélier. La faim aveugle. Mais d'Artagnan rassasié, d'Artagnan riche, d'Artagnan vainqueur, d'Artagnan fier d'un triomphe si difficile, d'Artagnan avait trop à perdre pour ne pas compter chiffre à chiffre avec la mauvaise fortune probable. Il songeait donc, tout en revenant de sa présentation, à une seule chose, c'est-à-dire à ménager un homme aussi puissant que Monk, un homme que Charles ménageait aussi, tout roi qu'il était, car, à peine établi, le protégé pouvait encore avoir besoin du protecteur, et ne lui refuserait point, par conséquent, le cas échéant, la mince satisfaction de déporter M. d'Artagnan ou de le renfermer dans quelque tour du Middlesex, ou de le faire un peu noyer dans le trajet maritime de Douvres à Boulogne. Ces sortes de satisfactions se rendent de roi à vice-roi, sans tirer autrement à conséquence. Il n'était même pas besoin que le roi fût actif dans cette contrepartie de la pièce où Monk prendrait sa revanche. Le rôle du roi se bornerait tout simplement à pardonner au vice-roi d'Irlande tout ce qu'il aurait entrepris contre d'Artagnan. Il ne fallait rien autre chose pour mettre la conscience du duc d'Albermale en repos qu'un « te absolvo » dit en riant, ou le griffonnage du Charles, the King, tracé au bas d'un parchemin. Et avec ces 2 mots prononcés, ou ces 3 mots écrits, le pauvre d'Artagnan était à tout jamais enterré sous les ruines de son imagination. Et puis, chose assez inquiétante pour un homme aussi prévoyant que l'était notre mousquetaire, il se voyait seul, et l'amitié d'Athos ne suffisait point pour le rassurer. Certes, si se fût agi d'une bonne distribution de coups d'épée, le mousquetaire eût compté sur son compagnon. Mais dans des délicatesses avec un roi, lorsque le peut-être d'un hasard malencontreux viendrait aider à la justification de Monk ou de Charles II, d'Artagnan connaissait assez Athos pour être sûr qu'il ferait la plus belle part à la loyauté du survivant et se contenterait de verser force larmes sur la tombe du mort, quitte, si le mort était son ami, à composer ensuite son épitaphe avec les superlatifs les plus pompeux. Décidément, pensait le Gascon, et cette pensée était le résultat des réflexions qu'il venait de faire tout bas et que nous venons de faire tout haut. Décidément, il faut que je me réconcilie avec M. Monk et que j'acquière la preuve de sa parfaite indifférence pour le passé. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, il est encore maussade et réservé dans l'expression de ce sentiment, je donne mon argent à emporter à Athos. Je demeure en Angleterre juste assez de temps pour le dévoiler. Puis, comme j'ai l'œil vif et le pied léger, je saisis le premier signe hostile, je décampe, je me cache chez Milord de Buckingham, qui me paraît bon diable au fond, et auquel, en récompense de son hospitalité, je raconte alors toute cette histoire de diamants, qui ne peut plus compromettre qu'une vieille reine, laquelle peut bien passer, étant la femme d'un ladre vert comme M. de Mazarin, pour avoir été autrefois la maîtresse d'un beau seigneur comme Buckingham. Mordiou! C'est dit, et ce Monk ne me surmontera pas. Et, d'ailleurs, une idée. On sait que ce n'était pas, en général, les idées qui manquaient à d'Artagnan. C'est que, pendant son monologue,
D'Artagnan venait de se boutonner jusqu'au menton, et rien n'excitait en lui l'imagination comme cette préparation à un combat quelconque, nommé Accinction par les Romains. Il arriva tout échauffé au logis du duc d'Albermale. On l'introduisit chez le vice-roi avec une célérité qui prouvait qu'on le regardait comme étant de la maison. Monk était dans son cabinet de travail. « Milord, lui dit d'Artagnan, avec cette expression de franchise que le Gascon savait si bien étendre sur son visage rusé. « Milord, je viens demander un conseil à votre grâce. » Monk, aussi boutonné moralement que son antagoniste l'était physiquement, Monk répondit « Demandez, mon cher. » Et sa figure présentait une expression non moins ouverte que celle de d'Artagnan. « Milord, avant toute chose, promettez-moi secret et indulgence. »« Je vous promets tout ce que vous voudrez. Qu'y a-t-il ? Dites. »« Il y a, milord, que je ne suis pas tout à fait content du roi. »« Ah, vraiment ? Et en quoi, s'il vous plaît, mon cher lieutenant ? » ?»« En ce que Sa Majesté se livre parfois à des plaisanteries fort compromettantes pour ses serviteurs, et la plaisanterie, milord, est une arme qui blesse fort les gens d'épée comme nous. » Monk fit tous ses efforts pour ne pas trahir sa pensée, mais d'Artagnan le guettait avec une attention trop soutenue pour ne pas apercevoir une imperceptible rougeur sur ses joues. « Mais quant à moi, dit Monk de l'air le plus naturel du monde, je ne suis pas ennemi de la plaisanterie, mon cher monsieur d'Artagnan. Mes soldats vous diront même que bien des fois, au camp, j'entendais fort indifféremment, et avec un certain goût même, les chansons satiriques qui, de l'armée de Lambert, passaient dans la mienne, et qui, bien certainement, eussent écorché les oreilles d'un général plus susceptible que je ne le suis. »« Oh, milord, fit d'Artagnan, je sais que vous êtes un homme complet, je sais que vous êtes placé depuis longtemps au-dessus des misères humaines, mais il y a plaisanterie et plaisanterie, et certaines, quant à moi, ont le privilège de m'irriter au-delà de toute expression. » « Peut-on savoir lesquelles, my dear ? » ?»« Celles qui sont dirigées contre mes amis ou contre les gens que je respecte, milord. » Monk fit un imperceptible mouvement que d'Artagnan aperçut. « Et en quoi, demanda Monk, en quoi le coup d'épingle qui égratigne autrui peut-il vous chatouiller la peau ? Contez-moi cela, voyons. »« Milord, je vais vous l'expliquer par une seule phrase. Il s'agissait de vous. » Monk fit un pas vers d'Artagnan. « De moi ? » dit-il. « Oui, et voilà ce que je ne puis m'expliquer. Mais aussi, peut-être, est-ce faute de connaître son caractère. Comment le roi a-t-il le cœur de railler un homme qui lui a rendu tant et de si grands services ? Comment comprendre qu'il s'amuse à mettre aux prises un lion comme vous avec un moucheron comme moi ? » « Aussi, je ne vois cela en aucune façon, dit Monk. « Si fait. Enfin, le roi, qui me devait une récompense, pouvait me récompenser comme un soldat, sans imaginer cette histoire de rançon qui vous touche, milord. »« Non, fit Monk en riant, elle ne me touche en aucune façon, je vous jure. »« Pas à mon endroit, je le comprends. Vous me connaissez, milord, je suis si discret que la tombe paraîtrait bavarde auprès de moi, mais comprenez-vous, milord ? » ?»« Non, s'obstina à dire Monk. « Si un autre savait le secret que je sais. »« Quel secret ? » ?»« Eh, milord, ce malheureux secret de Newcastle ? » ?»« Ah, le million de monsieur le comte de la Fère ? » ?»« Non, milord, non. L'entreprise faite sur votre grâce. » »« C'était bien joué, chevalier. Voilà tout. Et il n'y avait rien à dire. Vous êtes un homme de guerre, brave et rusé à la fois, ce qui prouve que vous réunissez les qualités de Fabius et d'Hannibal. Donc, vous avez usé de vos moyens, de la force et de la ruse. Il n'y a rien à dire à cela, et c'était à moi de me garantir. « Eh, je le sais, milord, et je n'attendais pas moins de votre impartialité. Aussi, s'il n'y avait que l'enlèvement en lui-même, mordiou, ce ne serait rien, mais il y a... » « Quoi ? Les circonstances de cet enlèvement. » »« Quelles circonstances ? » ?»« Vous savez bien, milord, ce que je veux dire. »« Non, Dieu me damne. »« Il y a
c'est qu'en vérité, c'est fort difficile à dire. Il y a ? Eh bien, il y a cette diable de boîte. Monk rougit visiblement. Cette indignité de boîte, continua d'Artagnan. De boîte en sapin, vous savez ? Bon, je l'oubliais. En sapin, continua d'Artagnan, avec des trous pour le nez et la bouche. En vérité, milord, tout le reste était bien, mais la boîte, décidément, c'était une mauvaise plaisanterie. Monk se démenait dans tous les sens. Et cependant, que j'ai fait cela, reprit d'Artagnan, moi, un capitaine d'aventure, c'est tout simple, parce que, à côté de l'action un peu légère que j'ai commise, mais que la gravité de la situation peut faire excuser, j'ai la circonspection et la réserve. Oh, dit Monk, croyez que je vous connais bien, monsieur d'Artagnan, et que je vous apprécie. D'Artagnan ne perdait pas Monk de vue, étudiant tout ce qui se passait dans l'esprit du général au fur et à mesure qu'il parlait. « Mais il ne s'agit pas de moi, reprit-il. »« Enfin, de qui s'agit-il donc ?» demanda Monk, qui commençait à s'impatienter. « Il s'agit du roi, qui jamais ne retiendra sa langue. »« Eh bien, quand il parlerait, au bout du compte, » dit Monk en balbutiant. « Milord, reprit d'Artagnan, ne dissimulez pas, je vous en supplie, avec un homme qui parle aussi franchement que je le fais. Vous avez le droit de hérisser votre susceptibilité, si bénigne qu'elle soit. Que diable, ce n'est pas la place d'un homme sérieux comme vous, d'un homme qui joue avec des couronnes et des sceptres, comme un bohémien avec des boules. Ce n'est pas la place d'un homme sérieux, disais-je, que d'être enfermé dans une boîte, ainsi qu'un objet curieux d'histoire naturelle. Car enfin, vous comprenez, ce serait pour faire crever de rire tous vos ennemis, et vous êtes si grand, si noble, si généreux, que vous devez en avoir beaucoup. Ce secret pourrait faire crever de rire la moitié du genre humain si l'on vous représentait dans cette boîte. Or, il n'est pas décent que l'on rie ainsi du second personnage de ce royaume. Monk perdit tout à fait contenance à l'idée de se voir représenté dans sa boîte. Le ridicule, comme l'avait judicieusement prévu d'Artagnan, faisait sur lui ce que ni les hasards de la guerre, ni les désirs de l'ambition, ni la crainte de la mort n'avaient pu faire. « Bon, pensa le Gascon, il a peur, je suis sauvé. »« Oh, quant au roi, dit Monk, ne craignez rien, cher monsieur d'Artagnan. Le roi ne plaisantera pas avec Monk, je vous jure. » Et l'éclair de ses yeux fut intercepté au passage par d'Artagnan. Monk se radoucit aussitôt. « Le roi, continua-t-il, est d'un trop noble naturel. Le roi a un cœur trop haut placé pour vouloir du mal à qui lui fait du bien. »« Oh, certainement, s'écria d'Artagnan. Je suis entièrement de votre opinion sur le cœur du roi, mais non sur sa tête. Il est bon, mais il est léger. Le roi ne sera pas léger avec Monk, soyez tranquille. » Ainsi, vous êtes tranquille, vous, milord. De ce côté, du moins, oui, parfaitement. Oh, je vous comprends, vous êtes tranquille du côté du roi. Je vous l'ai dit. Mais vous n'êtes pas aussi tranquille du mien. Je croyais vous avoir affirmé que je croyais à votre loyauté et à votre discrétion. Sans doute, mais vous réfléchirez à une chose. À laquelle ? C'est que je ne suis pas seul, c'est que j'ai des compagnons. Et quels compagnons ? Oh oui, je les connais. Malheureusement, milord, et ils vous connaissent aussi. Eh bien, ils sont là-bas, à Boulogne, ils m'attendent. Et vous craignez ? Oui, je crains qu'en mon absence, parbleu, si j'étais près d'eux, je répondrais bien de leur silence. Avais-je raison de vous dire que le danger, s'il y avait danger, ne viendrait pas de Sa Majesté, quelque peu disposée qu'elle soit à la plaisanterie, mais de vos compagnons, comme vous dites ? Être raillé par un roi, c'est tolérable encore, mais par des goujats d'armée, godame. Oui, je comprends, c'est insupportable. Et voilà pourquoi, milord, je venais vous dire. Ne croyez-vous pas qu'il serait bon que je partisse pour la France le plus tôt possible ? Certes, si vous croyez que votre présence impose à tous ces coquins ? De cela, oh, j'en suis sûr, milord. Votre présence n'empêchera point le bruit de se répandre s'il a transpiré déjà.
Oh, il n'a point transpiré, milord, je vous le garantis. En tout cas, croyez que je suis bien déterminé à une grande chose. Laquelle? À casser la tête au premier qui aura propagé ce bruit et au premier qui l'aura entendu. Après quoi, je reviens en Angleterre chercher un asile et peut-être de l'emploi auprès de votre grâce. Oh, revenez, revenez. Malheureusement, milord, je ne connais que vous, ici, et je ne vous trouverai plus ou vous m'aurez oublié dans vos grandeurs. Écoutez, monsieur d'Artagnan, répondit Monk, vous êtes un charmant gentilhomme, plein d'esprit et de courage. Vous méritez toutes les fortunes de ce monde. Venez avec moi en Écosse, et je vous jure, je vous y ferai dans ma vice-royauté un sort que chacun enviera. Oh, milord, c'est impossible à cette heure. À cette heure, j'ai un devoir sacré à remplir. J'ai à veiller autour de votre gloire. J'ai à empêcher qu'un mauvais plaisant ne ternisse aux yeux des contemporains, qui sait, aux yeux de la postérité même, l'éclat de votre nom. De la postérité, monsieur d'Artagnan? Et sans doute, il faut que, pour la postérité, tous les détails de cette histoire restent un mystère, car enfin, admettez que cette malheureuse histoire du coffre de sapin se répande, et l'on dira, non pas que vous avez rétabli le roi loyalement, en vertu de votre libre arbitre, mais bien par suite d'un compromis fait entre vous deux à Scheveningen. J'aurais beau dire comment la chose s'est passée, moi qui le sais, on ne me croira pas, et l'on dira que j'ai reçu ma part du gâteau et que je la mange. Monk fronça le sourcil. Gloire, honneur, probité, dit-il. Vous n'êtes que de 20 mots. Brouillard, répliqua d'Artagnan. Brouillard à travers lequel personne ne voit jamais bien clair. Eh bien, alors, allez en France, mon cher monsieur, dit Monk. Allez et, pour vous rendre l'Angleterre plus accessible et plus agréable, acceptez un souvenir de moi. Mais allons donc, pensa d'Artagnan. J'ai sur les bords de la Clyde, continua Monk, une petite maison sous des arbres, un cottage, comme on appelle cela ici. À cette maison sont attachés 100 d'arpents de terre. Acceptez-la. Oh, milord, dame, vous serez là chez vous, et ce sera le refuge dont vous me parliez tout à l'heure. Moi, je serais votre obligé à ce point, milord? En vérité, j'en ai honte. Non pas, monsieur, reprit Monk avec un fin sourire. Non pas, c'est moi qui serai le vôtre. Et serrant la main du mousquetaire, je vais faire dresser l'acte de donation, dit-il. Et il sortit. D'Artagnan le regarda s'éloigner et demeura pensif et même ému. Enfin, dit-il, voilà pourtant un brave homme. Il est triste de sentir seulement que c'est par peur de moi et non par affection qu'il agit ainsi. Eh bien, je veux que l'affection lui vienne. Puis, après un instant de réflexion plus profonde, « Bah, dit-il, à quoi bon? C'est un Anglais. » Et il sortit, à son tour, un peu étourdi de ce combat. « Ainsi, dit-il, me voilà propriétaire. Mais comment diable partager le cottage avec Planchet? À moins que je ne lui donne les terres et que je prenne le château, ou bien que ce ne soit lui qui ne prenne le château, et moi... Fi donc, monsieur Monk ne souffrirait point que je partageasse avec un épicier une maison qu'il a habitée. Il est trop fier pour cela. D'ailleurs, pourquoi en parler? Ce n'est point avec l'argent de la société que j'ai acquis cet immeuble, c'est avec ma seule intelligence. Il est donc bien à moi. Allons retrouver Athos. » Et il se dirigea vers la demeure du comte de la Fère. Chapitre 37. Comment d'Artagnan régla le passif de la société avant d'établir son actif. Décidément, se dit d'Artagnan, je suis en veine. Cette étoile qui luit une fois dans la vie de tout homme, qui a lui pour Job et pour Irus, le plus malheureux des Juifs et le plus pauvre des Grecs, vient enfin de luire pour moi. Je ne ferai pas de folie, je profiterai. C'est assez tard pour que je sois raisonnable. Il soupa ce soir-là de fort bonne humeur avec son ami Athos, ne lui parla pas de la donation attendue, mais ne put s'empêcher, tout en mangeant, de questionner son ami sur les provenances, les semailles, les plantations. Athos répondit complaisamment, comme il faisait toujours.
Son idée était que d'Artagnan voulait devenir propriétaire. Seulement, il se prit plus d'une fois à regretter l'humeur si vive, les saillies si divertissantes du gai compagnon d'autrefois. D'Artagnan, en effet, profitait du reste de graisse figé sur l'assiette pour y tracer des chiffres et faire des additions d'une rotondité surprenante. L'ordre, ou plutôt la licence d'embarquement, arriva chez eux le soir. Tandis qu'on remettait le papier au comte, un autre messager tendait à d'Artagnan une petite liasse de parchemin revêtue de tous les sceaux dont se parle la propriété foncière en Angleterre. Athos le surprit à feuilleter ces différents actes qui établissaient la transmission de propriété. Le prudent Monk, d'autres eussent dit le généreux Monk, avait commué la donation en une vente et reconnaissait avoir reçu la somme de 15 000 livres pour prix de la cession. Déjà, le messager s'était éclipsé. D'Artagnan lisait toujours, Athos le regardait en souriant. D'Artagnan, surprenant un de ses sourires par-dessus son épaule, renferma toute la liasse dans son étui. « Pardon, dit Athos. « Oh, vous n'êtes pas indiscret, mon cher, répliqua le lieutenant. Je voudrais… Non, ne me dites rien, je vous prie. Des ordres sont choses si sacrées qu'à son frère, à son père, le chargé de ces ordres ne doit pas avouer un mot. Ainsi, moi qui vous parle et qui vous aime plus tendrement que frère, père et tout au monde… Or, votre Raoul… J'aimerais plus encore Raoul lorsqu'il sera un homme et que je l'aurai vu se dessiner dans toutes les phases de son caractère et de ses actes. Comme je vous ai vu, vous, mon ami. Vous disiez donc que vous aviez un ordre aussi et que vous ne me le communiqueriez pas ? Oui, cher d'Artagnan. Le Gascon soupira. Il fut un temps, dit-il, où cet ordre, vous l'eussiez mis là, tout ouvert sur la table, en disant… D'Artagnan, lisez-nous ce grimoire, à Porthos, à Aramis et à moi. C'est vrai. Oh, c'était la jeunesse, la confiance, la généreuse saison où le sang commande lorsqu'il est échauffé par la passion. Eh bien, Athos, voulez-vous que je vous dise ? Dites, ami. Cet adorable temps, cette généreuse saison, cette domination du sang échauffé, toutes choses fort belles sans doute, je ne les regrette pas du tout. C'est absolument comme le temps des études. J'ai toujours rencontré quelque part un sot pour me vanter ce temps des pensums, des férules, des croûtes de pain sec. C'est singulier, je n'ai jamais aimé cela, moi. Et si actif, si sobre que je fusse, vous savez si je l'étais, Athos, si simple que je parusse dans mes habits, je n'ai pas moins préféré les broderies de Porthos à ma petite casaque poreuse, qui laissait passer la bise en hiver, le soleil en été. Voyez-vous, mon ami, je me défierai toujours de celui qui prétendra préférer le mal au bien. Or, du temps passé, tout fut mal pour moi. Du temps où chaque mois voyait un trou de plus à ma peau et à ma casaque, un écu d'or de moins dans ma pauvre bourse. De cet exécrable temps de bascule et de balançoire, je ne regrette absolument rien, 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 que notre amitié, car chez moi, il y a un cœur. Et c'est miracle, ce cœur n'a pas été desséché par le vent de la misère qui passait au trou de mon manteau ou traversé par les épées de toute fabrique qui passaient au trou de ma pauvre chair. Ne regrettez pas notre amitié, dit Athos, elle ne mourra qu'avec nous. L'amitié se compose surtout de souvenirs et d'habitudes. Et si vous avez fait tout à l'heure une petite satire de la mienne parce que j'hésite à vous révéler ma mission en France, moi ? Ô ciel, si vous saviez, cher et bon ami, comme désormais toutes les missions du monde vont me devenir indifférentes. Et il serra ses parchemins dans sa vaste poche. Athos se leva de table et appela l'hôte pour payer la dépense. « Depuis que je suis votre ami, dit d'Artagnan, je n'ai jamais payé un écho. Porthos souvent, Aramis quelquefois, et vous, presque toujours, vous tirâtes votre bourse au dessert. Maintenant, je suis riche, et je vais essayer, si cela est héroïque, de payer. »« Faites, dit Athos en remettant sa bourse dans sa poche. Les deux amis se dirigèrent ensuite vers le port, non sans que d'Artagnan eût regardé en arrière pour surveiller le transport de ses chers écus. La nuit venait d'étendre son voile épais sur l'eau jaune de la Tamise. On entendait ces bruits de tonnes et de poulies, précurseurs de l'appareillage, qui,
tant de fois avait fait battre le cœur des mousquetaires, alors que le danger de la mer était le moindre de ceux qu'ils allaient affronter. Cette fois, ils devaient s'embarquer sur un grand vaisseau qui les attendait à Gravesend, et Charles II, toujours délicat dans les petites choses, avait envoyé un de ses yachts avec 12 hommes de sa garde écossaise pour faire honneur à l'ambassadeur qu'il députait en France. À minuit, le yacht avait déposé ses passagers à bord du vaisseau et à 8 heures du matin, le vaisseau débarquait l'ambassadeur et son ami devant la jetée de Boulogne. Tandis que le comte avec Grimaud s'occupait des chevaux pour aller droit à Paris, D'Artagnan courait à l'hôtellerie où, selon ses ordres, sa petite armée devait l'attendre. Ces messieurs déjeunaient d'huîtres, de poissons et d'eau-de-vie aromatisée lorsque parut D'Artagnan. Ils étaient bien gais, mais aucun n'avait encore franchi les limites de la raison. Un hurrah de joie accueillit le général. « Me voici, dit D'Artagnan, la campagne est terminée. Je viens apporter à chacun le supplément de solde qui était promis. » Les yeux brillèrent. « Je gage qu'il n'y a déjà plus 100 livres dans l'escarcelle du plus riche de vous. »« C'est vrai, s'écria-t-on en chœur. »« Messieurs, dit alors D'Artagnan, voici la dernière consigne. Le traité de commerce a été conclu grâce à ce coup de main qui nous a rendu maîtres du plus habile financier de l'Angleterre. Car à présent, je dois vous l'avouer, l'homme qu'il s'agissait d'enlever, c'était le trésorier du général Monk. » Ce mot de trésorier produisit un certain effet dans son armée. D'Artagnan remarqua que les yeux du seul Mainville ne témoignaient pas d'une foi parfaite. « Ce trésorier, continua D'Artagnan, je l'ai emmené sur un terrain neutre, la Hollande. Je lui ai fait signer le traité, je l'ai reconduit moi-même à Newcastle et, comme il devait être satisfait de nos procédés à son égard, comme le coffre de sapin avait été porté toujours sans secousse et rembourré moelleusement, j'ai demandé pour vous une gratification. La voici. » Il jeta un sac assez respectable sur la nappe. Tous étendirent involontairement la main. « Un moment, mes agneaux, dit D'Artagnan. S'il y a les bénéfices, il y a aussi les charges. »« Oh, oh, murmura l'assemblée. »« Nous allons nous trouver, mes amis, dans une position qui ne serait pas tenable pour des gens sans cervelle. Je parle net. Nous sommes entre la Potence et la Bastille. »« Oh, oh, dit le chœur. C'est aisé à comprendre. Il a fallu expliquer au général Monk la disparition de son trésorier. J'ai attendu pour cela le moment fort inespéré de la restauration du roi Charles II, qui est de mes amis. » L'armée échangea un regard de satisfaction contre le regard assez orgueilleux de D'Artagnan. « Le roi restauré, j'ai rendu à M. Monk son homme d'affaires, un peu déplumé, c'est vrai, mais enfin, je le lui ai rendu. Or, le général Monk, en me pardonnant, car il m'a pardonné, n'a pu s'empêcher de me dire ces mots que j'engage chacun de vous à se graver profondément là, entre les yeux, sous la voûte du crâne. Monsieur, la plaisanterie est bonne, mais je n'aime pas naturellement les plaisanteries. Si jamais un mot de ce que vous avez fait, vous comprenez, monsieur Mainville, s'échappait de vos lèvres ou des lèvres de vos compagnons, j'ai dans mon gouvernement d'Écosse et d'Irlande 741 potences en bois de chêne, chevillées de fer et graissées à neuf toutes les semaines. Je ferai présent d'une de ces potences à chacun de vous, et, remarquez-le bien, cher monsieur D'Artagnan, ajouta-t-il, remarquez-le aussi, cher monsieur Mainville, il me resterait encore 730 pour mes menus plaisirs. De plus... Ah, firent les auxiliaires, il y a du plus. Une misère de plus. Monsieur D'Artagnan, j'expédie au roi de France le traité en question, avec prière de faire fourrer à la Bastille provisoirement, puis de m'envoyer là-bas tous ceux qui ont pris part à l'expédition. Et c'est une prière à laquelle le roi se rendra certainement. Un cri d'effroi partit de tous les coins de la table. Là, dit D'Artagnan, ce brave monsieur Monk a oublié une chose, c'est qu'il ne sait le nom d'aucun d'entre vous. Moi seul, je vous connais, et ce n'est pas moi, vous le croyez bien, qui vous trahirait. Pourquoi faire? Quant à vous, je ne suppose pas que vous soyez jamais assez niais pour vous dénoncer vous-même, car alors le roi, pour s'épargner des frais de nourriture et de logement, vous expédierait en Écosse, où sont les 741 potences. Voilà, messieurs. Et maintenant, je n'ai plus un mot à ajouter à ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire. Je suis sûr que l'on m'a compris parfaitement.
N'est-ce pas, monsieur de Menneville ? Parfaitement, répliqua celui-ci. Maintenant, les écus, dit d'Artagnan. Fermez les portes. Il dit et ouvrit un sac sur la table d'où tombèrent plusieurs beaux écus d'or. Chacun fit un mouvement vers le plancher. Tout beau, s'écria d'Artagnan. Que personne ne se baisse, et je retrouverai mon compte. Il le retrouva, en effet, donna 50 de ces beaux écus à chacun et reçut autant de bénédictions qu'il avait donné de pièces. Maintenant, dit-il, s'il vous était possible de vous ranger un peu, si vous deveniez de bons et honnêtes bourgeois, c'est bien difficile, dit un des assistants. Mais pourquoi cela, capitaine, dit un autre. C'est parce que je vous aurais retrouvé, et, qui sait, rafraîchi de temps en temps par quelque aubaine. Il fit signe à Menneville, qui écoutait tout cela d'un air composé. Menneville, dit-il, venez avec moi. Adieu, mes braves. Je ne vous recommande pas d'être discret. Menneville le suivit, tandis que les salutations des auxiliaires se mêlaient au doux bruit de l'or tintant dans leurs poches. Menneville, dit d'Artagnan, une fois dans la rue, vous n'êtes pas dupe, prenez garde de le devenir. Vous ne me faites pas l'effet d'avoir peur des potences de Monk, ni de la Bastille de Sa Majesté le roi Louis XIV, mais vous me ferez bien la grâce d'avoir peur de moi. Eh bien, écoutez, au moindre mot qui vous échapperait, je vous tuerai comme un poulet. J'ai déjà dans ma poche l'absolution de notre Saint-Père le Pape. Je vous assure que je ne sais absolument rien, mon cher monsieur d'Artagnan, et que toutes vos paroles sont pour moi articles de foi. J'étais bien sûr que vous étiez un garçon d'esprit, dit le mousquetaire. Il y a 25 ans que je vous ai jugé. Ces 50 écus d'or que je vous donne en plus vous prouveront le cas que je fais de vous. Prenez. Merci, monsieur d'Artagnan, dit Menneville. Avec cela, vous pouvez réellement devenir honnête homme, répliqua d'Artagnan du ton le plus sérieux. Il serait honteux qu'un esprit comme le vôtre et un nom que vous n'osez plus porter se trouvassent effacés à jamais sous la rouille d'une mauvaise vie. Devenez galant homme, Menneville, et vivez 1 an avec ces 100 écus d'or, c'est un beau denier. 2 fois la solde d'un haut officier. Dans 1 an, venez me voir, et, mordiou, je ferai de vous quelque chose. Menneville jura, comme avaient fait ses camarades, qu'il serait muet comme la tombe. Et cependant, il faut bien que quelqu'un ait parlé, et comme à coup sûr ce n'est pas nos 9 compagnons, comme certainement ce n'est pas Menneville, il faut bien que ce soit d'Artagnan qui, en sa qualité de Gascon, avait la langue bien près des lèvres. Car enfin, si ce n'est pas lui, qui serait-ce ? Et comment s'expliquerait le secret du coffre de sapin percé de trous parvenu à notre connaissance, et d'une façon si complète que nous en avons, comme on a pu le voir, raconté l'histoire dans ses détails les plus intimes. Détails qui, au reste, éclairent d'un jour aussi nouveau qu'inattendu toute cette portion de l'histoire d'Angleterre, laissée jusqu'aujourd'hui dans l'ombre par les historiens, nos confrères. Chapitre 38, où l'on voit que l'épicier français s'était déjà réhabilité au XVIIe siècle. Une fois ses comptes réglés et ses recommandations faites, d'Artagnan ne songea plus qu'à regagner Paris le plus promptement possible. Athos, de son côté, avait hâte de regagner sa maison et de s'y reposer un peu. Si entier que soit resté le caractère et l'homme, après les fatigues du voyage, le voyageur s'aperçoit avec plaisir, à la fin du jour, même quand le jour a été beau, que la nuit va venir apporter un peu de sommeil. Aussi, de Boulogne à Paris, chevauchant côte à côte, les 2 amis, quelque peu absorbés dans leurs pensées individuelles, ne causèrent-ils pas de choses assez intéressantes pour que nous en instruisions le lecteur. Chacun d'eux, livré à ses réflexions personnelles et se construisant l'avenir à sa façon, s'occupa surtout d'abréger la distance par la vitesse. Athos et d'Artagnan arrivèrent le soir du 4e jour, après leur départ de Boulogne, aux barrières de Paris. « Où allez-vous, mon cher ami ?» demanda Athos. « Moi, je me dirige droit vers mon hôtel. »« Et moi, tout droit chez mon associé. »« Chez Planchet ?»« Mon Dieu, oui, au Pilon d'Or. » N'est-il pas bien entendu que nous nous reverrons ? Si vous restez à Paris, oui, car j'y reste, moi. Non. Après avoir embrassé Raoul, à qui j'ai fait donner rendez-vous chez moi, dans l'hôtel, je pars immédiatement pour l'affaire. Eh bien, adieu, alors, cher et parfait ami. Au revoir, plutôt,
Car enfin, je ne sais pas pourquoi vous ne viendriez pas habiter avec moi à Blois. Vous voilà libre, vous voilà riche. Je vous achèterai, si vous voulez, un beau bien dans les environs de Cheverny ou dans ceux de Bracieux. D'un côté, vous aurez les plus beaux bois du monde, qui vont rejoindre ceux de Chambord. De l'autre, des marais admirables. Vous qui aimez la chasse, et qui, bon gré mal gré, êtes poète, cher ami, vous trouverez des faisans, des râles et des sarcelles, sans compter des couchers de soleil et des promenades en bateau à faire rêver Nemrod et Apollon eux-mêmes. En attendant l'acquisition, vous habiterez l'affaire, et nous irons voler la pie dans les vignes, comme faisait le roi Louis XIII. C'est un sage plaisir pour des vieux comme nous. D'Artagnan prit les mains d'Athos. « Cher comte, lui dit-il, je ne vous dis ni oui ni non. Laissez-moi passer à Paris le temps indispensable pour régler toutes mes affaires et m'accoutumer peu à peu à la très lourde et très reluisante idée qui bat dans mon cerveau et m'éblouit. Je suis riche, voyez-vous, et d'ici à ce que j'ai pris l'habitude de la richesse, je me connais, je serai un animal insupportable. Or, je ne suis pas encore assez bête pour manquer d'esprit devant un ami tel que vous, Athos. L'habit est beau, l'habit est richement doré, mais il est neuf et me gêne aux entournures. » Athos sourit. « Soit, dit-il, mais à propos de cet habit, cher D'Artagnan, voulez-vous que je vous donne un conseil ? » ?»« Oh, très volontiers. »« Vous ne vous fâcherez point. »« Allons donc. Quand la richesse arrive à quelqu'un, tard et tout à coup, ce quelqu'un, pour ne pas changer, doit se faire avare, c'est-à-dire ne pas dépenser beaucoup plus d'argent qu'il en avait auparavant, ou se faire prodigue, et avoir tant de dettes qu'il redevienne pauvre. Oh, mais ce que vous me dites là ressemble fort à un sophisme, mon cher philosophe. Je ne crois pas. Voulez-vous devenir avare ? Non, parbleu. Je l'étais déjà, n'ayant rien. Changeons. Alors, soyez prodigue. Encore moins, mordiou, les dettes m'épouvantent. Les créanciers me représentent par anticipation ces diables qui retournent les damnés sur le gril, et comme la patience n'est pas ma vertu dominante, je suis toujours tenté de rosser les diables. Vous êtes l'homme le plus sage que je connaisse, et vous n'avez de conseils à recevoir de personne. Bien fous ceux qui croiraient avoir quelque chose à vous apprendre. Mais ne sommes-nous pas à la rue Saint-Honoré ? Oui, cher Athos. Tenez, là-bas, à gauche, cette petite maison longue et blanche, c'est l'hôtel où j'ai mon logement. Vous remarquerez qu'il n'a que 2 étages. J'occupe le premier. L'autre est loué à un officier que son service tient éloigné 8 ou 9 mois de l'année, en sorte que je suis dans cette maison comme je serais chez moi, sans la dépense. Oh, que vous vous arrangez bien, Athos. Quel ordre et quelle largeur. Voilà ce que je voudrais réunir. Mais que voulez-vous ? C'est de naissance, et cela ne s'acquiert point. Flatteur. Allons, adieu, cher ami. À propos, rappelez-moi au souvenir de M. Planchet. C'est toujours un garçon d'esprit, n'est-ce pas ? Et de cœur, Athos. Adieu. Ils se séparèrent. Pendant toute cette conversation, D'Artagnan n'avait pas une seconde perdu de vue certain cheval de charge dans les paniers duquel, sous du foin, s'épanouissaient les sacoches avec le porte-manteau. 9 heures du soir sonnaient à Saint-Méry. Les garçons de Planchet fermaient la boutique. D'Artagnan arrêta le postillon qui conduisait le cheval de charge au coin de la rue des Lombards, sous un auvent, et, appelant un garçon de Planchet, il lui donna à garder non seulement les 2 chevaux, mais encore le postillon. Après quoi, il entra chez l'épicier, dont le souper venait de finir, et qui, dans son entresol, consultait avec une certaine anxiété le calendrier sur lequel il rayait chaque soir le jour qui venait de finir. Au moment où, selon son habitude quotidienne, Planchet, du dos de sa plume, biffait en soupirant le jour écoulé, D'Artagnan heurta du pied le seuil de la porte, et le choc fit sonner son éperon de fer. « Ah, mon Dieu !» cria Planchet. Le digne épicier n'en put dire davantage. Il venait d'apercevoir son associé. D'Artagnan entra le dos voûté, l'œil morne. Le Gascon avait son idée à l'endroit de Planchet. « Bon Dieu !» pensa l'épicier en regardant le voyageur. « Il est triste. » Le mousquetaire s'assit. « Cher monsieur d'Artagnan, dit Planchet avec un horrible battement de cœur, vous voilà. Et la santé ? Assez bonne, Planchet, assez bonne, dit D'Artagnan en poussant un soupir.
Vous n'avez point été blessé, j'espère. Peu. Ah, je vois, continua Planchet, de plus en plus alarmé. L'expédition a été rude. Oui, fit d'Artagnan. Un frisson courut par tout le corps de Planchet. Je boirai bien, dit le mousquetaire en levant piteusement la tête. Planchet courut lui-même à l'armoire et servit du vin à d'Artagnan dans un grand verre. D'Artagnan regarda la bouteille. « Quel est ce vin » demanda-t-il. « Hélas, celui que vous préférez, monsieur, dit Planchet. C'est ce bon vieux vin d'Anjou qui a failli nous coûter un jour si cher à tous. »« Ah » répliqua d'Artagnan avec un sourire mélancolique. « Ah, mon pauvre Planchet, dois-je boire encore du bon vin ?»« Voyons, mon cher maître, dit Planchet en faisant un effort surhumain, tandis que tous ses muscles contractés, sa pâleur et son tremblement décelaient la plus vive angoisse. Voyons, j'ai été soldat, par conséquent, j'ai du courage. Ne me faites donc pas languir, cher monsieur d'Artagnan. Notre argent est perdu, n'est-ce pas ? D'Artagnan prit, avant de répondre, un temps qui parut un siècle au pauvre épicier. Cependant, il n'avait fait que de se retourner sur sa chaise. « Et si cela était, dit-il avec lenteur et en balançant la tête du haut en bas, que dirais-tu, mon pauvre ami ?» Planchet, de pâle qu'il était, devint jaune. On eût dit qu'il allait avaler sa langue, tant son gosier s'enflait, tant ses yeux rougissaient. « 20 000 livres, murmura-t-il. 20 000 livres, cependant !» D'Artagnan, le cou détendu, les jambes allongées, les mains paresseuses, ressemblait à une statue du découragement. Planchet arracha un douloureux soupir des cavités les plus profondes de sa poitrine. « Allons, dit-il, je vois ce qu'il en est. Soyons hommes. C'est fini, n'est-ce pas ? Le principal, monsieur, est que vous ayez sauvé votre vie. Sans doute, c'est quelque chose que la vie. Mais, en attendant, je suis ruiné, moi. Cordieu, monsieur, dit Planchet, s'il en est ainsi, il ne faut point se désespérer pour cela. Vous vous mettrez épicier avec moi. Je vous associe à mon commerce. Nous partagerons les bénéfices, et quand il n'y aura plus de bénéfices, eh bien, nous partagerons les amandes, les raisins secs et les pruneaux, et nous grignoterons ensemble le dernier quartier de fromage de Hollande. D'Artagnan ne put y résister plus longtemps. « Mordiou !» s'écria-t-il, tout ému. « Tu es un brave garçon, sur l'honneur, Planchet. Voyons, tu n'as pas joué la comédie. Voyons, tu n'avais pas vu là-bas, dans la rue, sous l'auvent, le cheval aux sacoches. Quel cheval ? Quelle sacoche ? dit Planchet, dont le cœur se serra à l'idée que d'Artagnan devenait fou. « Eh, les sacoches anglaises, mordiou !» dit d'Artagnan, tout radieux, tout transfiguré. « Ah, mon Dieu !» articula Planchet en se reculant devant le feu éblouissant de ses regards. « Imbécile !» s'écria d'Artagnan. « Tu me crois fou ! Mordiou ! Jamais, au contraire, je n'ai eu la tête plus saine et le cœur plus joyeux. Aux sacoches, Planchet, aux sacoches !» Mais à quelle sacoche, mon Dieu ? D'Artagnan poussa Planchet vers la fenêtre. « Sous l'auvent, là-bas, lui dit-il. Vois-tu un cheval ? Oui. Lui vois-tu le dos embarrassé ? Oui. Vois-tu un de tes garçons qui cause avec le postillon ? Oui. Eh bien, tu sais le nom de ce garçon, puisqu'il est à toi. Appelle-le. Abdon, vociféra Planchet par la fenêtre. Amène le cheval, souffla d'Artagnan. Amène le cheval, hurla Planchet. Maintenant, 10 livres au postillon, dit d'Artagnan, du ton qu'il eût mis à commander une manœuvre. 2 garçons pour monter les 2 premières sacoches, 2 autres pour les 2 dernières, et du feu, mordiou, de l'action. Planchet se précipita par les degrés comme si le diable eût mordu ses chausses. Un moment après, les garçons montaient l'escalier, pliant sous leur fardeau. D'Artagnan les renvoyait à leur galetas, fermait soigneusement la porte et s'adressant à Planchet, qui à son tour devenait fou, « Maintenant, à nous 2, dit-il. » Et il étendit à terre une vaste couverture et vida dessus la première sacoche. Autant fit Planchet de la seconde. Puis d'Artagnan, tout frémissant, éventra la 3e à coups de couteau.
Lorsque Planchet entendit le bruit agaçant de l'argent et de l'or, lorsqu'il vit bouillonner hors du sac les écus reluisants qui frétillaient comme des poissons hors de l'épervier, lorsqu'il se sentit trempant jusqu'aux mollets dans cette marée toujours montante de pièces fauves ou argentées, le saisissement le prit. Il tourna sur lui-même, comme un homme foudroyé, et vint s'abattre lourdement sur l'énorme monceau que sa pesanteur fit crouler avec un fracas indescriptible. Planchet, suffoqué par la joie, avait perdu connaissance. D'Artagnan lui jeta un verre de vin blanc au visage, ce qui le rappela incontinent à la vie. « Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu !» disait Planchet, essuyant sa moustache et sa barbe. En ce temps-là, comme aujourd'hui, les épiciers portaient la moustache cavalière et la barbe de lansquenet. Seulement, les bains d'argent, déjà très rares en ce temps-là, sont devenus à peu près inconnus aujourd'hui. « Mordiou !» dit D'Artagnan, « il y a là 100 000 livres à vous, monsieur mon associé. Tirez votre épingle, s'il vous plaît, moi je vais tirer la mienne. » « Oh, la belle somme, monsieur d'Artagnan, la belle somme !»« Je regrettais un peu la somme qui te revient, il y a une demi-heure, dit D'Artagnan. Mais à présent, je ne la regrette plus, et tu es un brave épicier, Planchet. Ça, faisons de bons comptes, puisque les bons comptes, dit-on, font de bons amis. »« Oh, racontez-moi d'abord toute l'histoire, dit Planchet. Ce doit être encore plus beau que l'argent. »« Ma foi, répliqua D'Artagnan, se caressant la moustache. Je ne dis pas non. Et si jamais l'historien pense à moi pour le renseigner, il pourra dire qu'il n'aura pas puisé à une mauvaise source. Écoute donc, Planchet, je vais compter. Et moi, faire des piles, dit Planchet. Commencez, mon cher patron. Voici, dit D'Artagnan en prenant haleine. Voilà, dit Planchet en ramassant sa première poignée d'écus. Chapitre 39. Le jeu de Monsieur de Mazarin. Dans une grande chambre du palais royal, tendue de velours sombre que rehaussaient les bordures dorées d'un grand nombre de magnifiques tableaux, on voyait, le soir même de l'arrivée de nos deux Français, toute la cour réunie devant l'alcôve de Monsieur le cardinal Mazarin, qui donnait à jouer au roi et à la reine. Un petit paravent séparait 3 tables dressées dans la chambre. À l'une de ces tables, le roi et les 2 reines étaient assis. Louis XIV, placé en face de la jeune reine, sa femme, lui souriait avec une expression de bonheur très réelle. Anne d'Autriche tenait les cartes contre le cardinal, et sa bru l'aidait au jeu, lorsqu'elle ne souriait pas à son époux. Quant au cardinal, qui était couché avec une figure fort amaigrie, fort fatigué, son jeu était tenu par la comtesse de Soissons, et il y plongeait un regard incessant, plein d'intérêt et de cupidité. Le cardinal s'était fait farder par Bernoin, mais le rouge qui brillait aux pommettes seul faisait ressortir d'autant plus la pâleur maladive du reste de la figure et le jaune luisant du front. Seulement les yeux en prenaient un éclat plus vif, et sur ces yeux de malade s'attachaient de temps en temps les regards inquiets du roi, des reines et des courtisans. Le fait est que les 2 yeux du signor Mazarin étaient les étoiles plus ou moins brillantes sur lesquelles la France du XVIIe siècle lisait sa destinée chaque soir et chaque matin. Monseigneur ne gagnait ni ne perdait, il n'était donc ni gai ni triste. C'était une stagnation dans laquelle n'eût pas voulu le laisser Anne d'Autriche, pleine de compassion pour lui. Mais, pour attirer l'attention du malade par quelques coups d'éclat, il eût fallu gagner ou perdre. Gagner, c'était dangereux, parce que Mazarin eût changé son indifférence en une laide grimace. Perdre, c'était dangereux aussi, parce qu'il eût fallu tricher et que l'infante, veillant au jeu de sa belle-mère, se fût sans doute récriée sur sa bonne disposition pour Monsieur de Mazarin. Profitant de ce calme, les courtisans causaient. Monsieur de Mazarin, lorsqu'il n'était pas de mauvaise humeur, était un prince débonnaire, et lui, qui n'empêchait personne de chanter, pourvu que l'on payât, n'était pas assez tyran pour empêcher que l'on parlât, pourvu qu'on se décidât à perdre. Donc, l'on causait. À la première table, le jeune frère du roi, Philippe, duc d'Anjou, mirait sa belle figure dans la glace d'une boîte. Son favori, le chevalier de Lorraine, appuyé sur le fauteuil du prince, écoutait avec une secrète envie le comte de Guiche, autre favori de Philippe, qui racontait, en des termes choisis, les différentes vicissitudes de fortune du roi aventurier Charles II.
Il disait, comme des événements fabuleux, toute l'histoire de ses pérégrinations dans l'Écosse et ses terreurs quand les partis ennemis le suivaient à la piste, les nuits passées dans des arbres, les jours passés dans la faim et le combat. Peu à peu, le sort de ce roi malheureux avait intéressé les auditeurs à tel point que le jeu languissait, même à la table royale, et que le jeune roi, pensif, l'œil perdu, suivait, sans paraître y donner d'attention, les moindres détails de cette odyssée, fort pittoresquement racontée par le comte de Guiche. La comtesse de Soissons interrompit le narrateur. « Avouez, comte, dit-elle, que vous brodez. »« Madame, je récite, comme un perroquet, toutes les histoires que différents Anglais m'ont racontées. Je dirais même, à ma honte, que je suis textuelle comme une copie. » Charles II serait mort s'il avait enduré tout cela. Louis XIV souleva sa tête intelligente et fière. « Madame, dit-il, d'une voix posée qui sentait encore l'enfant timide, monsieur le cardinal vous dira que, dans ma minorité, les affaires de France ont été à l'aventure, et que si j'eusse été plus grand et obligé de mettre l'épée à la main, ça aurait été quelquefois pour la soupe du soir. »« Dieu merci, repartit le cardinal, qui parlait pour la première fois. Votre Majesté exagère, et son souper a toujours été cuit à point avec celui de ses serviteurs. » Le roi rougit. « Oh !» s'écria Philippe étourdiment, de sa place et sans cesser de se mirer. « Je me rappelle qu'une fois, à Melun, ce souper n'était mis pour personne, et que le roi mangea les 2/3 d'un morceau de pain dont il m'abandonna l'autre tiers. » Toute l'assemblée, voyant sourire Mazarin, se mit à rire. On flatte les rois avec le souvenir d'une détresse passée, comme avec l'espoir d'une fortune future. Toujours est-il que la couronne de France a toujours bien tenu sur la tête des rois, se hâta d'ajouter Anne d'Autriche, et qu'elle est tombée de celle du roi d'Angleterre. Et lorsque, par hasard, cette couronne oscillait un peu, car il y a parfois des tremblements de trône, comme il y a des tremblements de terre, chaque fois, dis-je, que la rébellion menaçait, une bonne victoire ramenait la tranquillité. « Avec quelques fleurons de plus à la couronne, » dit Mazarin. Le comte de Guiche se tut. Le roi composa son visage, et Mazarin échangea un regard avec Anne d'Autriche, comme pour la remercier de son intervention. « Il n'importe, » dit Philippe en lissant ses cheveux. « Mon cousin Charles n'est pas beau, mais il est très brave, et s'est battu comme un reître. Et s'il continue à se battre ainsi, nul doute qu'il ne finisse par gagner une bataille, comme Rocroi. »« Il n'a pas de soldats, » interrompit le chevalier de Lorraine. « Le roi de Hollande, son allié, lui en donnera. Moi, je lui en eusse bien donné, si j'eusse été roi de France. » Louis XIV rougit excessivement. Mazarin affecta de regarder son jeu avec plus d'attention que jamais. « À l'heure qu'il est, reprit le comte de Guiche, la fortune de ce malheureux prince est accomplie. S'il a été trompé par Monk, il est perdu. La prison, la mort peut-être, finiront ce que l'exil, les batailles et les privations avaient commencé. » Mazarin fronça le sourcil. « Est-il bien sûr, dit Louis XIV, que Sa Majesté Charles II ait quitté la Haye ? » « Très sûr, Votre Majesté, répliqua le jeune homme. Mon père a reçu une lettre qui lui donne des détails. On sait même que le roi a débarqué à Douvres. Des pêcheurs l'ont vu entrer dans le port. Le reste est encore un mystère. »« Je voudrais bien savoir le reste, dit impétueusement Philippe. Vous savez, vous, mon frère. » Louis XIV rougit encore. C'était la 3e fois depuis 1 heure. « Demandez à monsieur le cardinal, répliqua-t-il d'un ton qui fit lever les yeux à Mazarin, à Anne d'Autriche, à tout le monde. « Ce qui veut dire, mon fils, interrompit en riant Anne d'Autriche, que le roi n'aime pas qu'on cause des choses de l'État hors du conseil. » Philippe accepta de bonne volonté la mercuriale et fit un grand salut tout en souriant à son frère d'abord, puis à sa mère. Mais Mazarin vit du coin de l'œil qu'un groupe allait se reformer dans un angle de la chambre et que le duc d'Orléans, avec le comte de Guiche et le chevalier de Lorraine, privés de s'expliquer tout haut, pourrait bien tout bas en dire plus qu'il n'était nécessaire. Il commençait donc à leur lancer des œillades pleines de défiance et d'inquiétude, invitant Anne d'Autriche à jeter quelques perturbations dans le conciliabule, quand tout à coup Bernouin, entrant sous la portière à la ruelle du lit, vint dire à l'oreille de son maître
« Monseigneur, un envoyé de Sa Majesté le roi d'Angleterre. » Mazarin ne put cacher une légère émotion que le roi saisit au passage. Pour éviter d'être indiscret, moins encore que pour ne pas paraître inutile, Louis XIV se leva donc aussitôt et, s'approchant de son éminence, il lui souhaita le bonsoir. Toute l'assemblée s'était levée avec un grand bruit de chaises roulantes et de tables poussées. « Laissez partir peu à peu tout le monde, » dit Mazarin tout bas à Louis XIV, « et veuillez m'accorder quelques minutes. J'expédie une affaire dont, ce soir même, je veux entretenir votre majesté. »« Et les reines ?» demanda Louis XIV. « Et monsieur le duc d'Anjou, » dit son éminence. En même temps, il se retourna dans sa ruelle, dont les rideaux, en retombant, cachèrent le lit. Le cardinal, cependant, n'avait pas perdu de vue ses conspirateurs. « Monsieur le comte de Guiche, » dit-il d'une voix chevrotante, tout en revêtant, derrière le rideau, la robe de chambre que lui tendait Bernoin. « Me voici, monseigneur, » dit le jeune homme en s'approchant. « Prenez mes cartes. Vous avez du bonheur, vous. Gagnez-moi un peu l'argent de ces messieurs. »« Oui, monseigneur. » Le jeune homme s'assit à table, d'où le roi s'éloigna pour causer avec les reines. Une partie sérieuse commença entre le comte et plusieurs riches courtisans. Cependant, Philippe causait parure avec le chevalier de Lorraine, et l'on avait cessé d'entendre derrière les rideaux de l'alcôve le frôlement de la robe de soie du cardinal. Son éminence avait suivi Bernoin dans le cabinet adjacent à la chambre à coucher. Chapitre 40. Affaires d'État. Le cardinal, en passant dans son cabinet, trouva le comte de l'affaire qui attendait, fort occupé d'admirer un Raphaël très beau placé au-dessus d'un dressoir garni d'orfèvrerie. Son éminence arriva doucement, léger et silencieux comme une ombre, et surprit la physionomie du comte, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire, prétendant deviner à la simple inspection du visage d'un interlocuteur quel devait être le résultat de la conversation. Mais, cette fois, l'attente de Mazarin fut trompée. Il ne lut absolument rien sur le visage d'Athos, pas même le respect qu'il avait l'habitude de lire sur toutes les physionomies. Athos était vêtu de noir, avec une simple broderie d'argent. Il portait le Saint-Esprit, la jarretière et la toison d'or, 3 ordres d'une telle importance qu'un roi seul ou un comédien pouvait les réunir. Mazarin fouilla longtemps dans sa mémoire un peu troublée pour se rappeler le nom qu'il devait mettre sur cette figure glaciale et n'y réussit pas. « J'ai su, dit-il enfin, qu'il m'arrivait un message d'Angleterre. » Et il s'assit, congédiant Bernoin et Brienne, qui se préparaient, en sa qualité de secrétaire, à tenir la plume. « De la part de Sa Majesté le roi d'Angleterre, oui, votre éminence. »« Vous parlez bien purement le français, monsieur, pour un Anglais, » dit gracieusement Mazarin en regardant toujours à travers ses doigts le Saint-Esprit, la jarretière, la toison et surtout le visage du messager. « Je ne suis pas anglais, je suis français, monsieur le cardinal, » répondit Athos. « Voilà qui est particulier. Le roi d'Angleterre choisissant des Français pour ses ambassades, c'est d'un excellent augure. Hein. Votre nom, monsieur, je vous prie. »« Comte de la Fère, » répliqua Athos en saluant plus légèrement que ne l'exigeait le cérémonial et l'orgueil du ministre tout-puissant. Mazarin plia les épaules comme pour dire « Je ne connais pas ce nom-là. » Athos ne sourcilla point. « Et vous venez, monsieur, continua Mazarin, pour me dire... » « Je venais de la part de Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne annoncer au roi de France... » Mazarin fronça le sourcil. « Annoncer au roi de France, » poursuivit imperturbablement Athos, « l'heureuse restauration de Sa Majesté Charles II sur le trône de ses pères. » Cette nuance n'échappa point à la rusée éminence. Mazarin avait trop l'habitude des hommes pour ne pas voir, dans la politesse froide et presque hautaine d'Athos, un indice d'hostilité qui n'était pas la température ordinaire de cette serre chaude qu'on appelle la cour. « Vous avez ces pouvoirs, sans doute ?» demanda Mazarin d'un ton bref et querelleur. « Oui, monseigneur. » Ce mot « monseigneur » sortit péniblement des lèvres d'Athos. On eût dit qu'il les écorchait. « En ce cas, montrez-les. » Athos tira d'un sachet de velours brodé qu'il portait sous son pourpoint une dépêche. Le cardinal étendit la main. «
Pardon, monseigneur, dit Athos, mais ma dépêche est pour le roi. Puisque vous êtes français, monsieur, vous devez savoir ce qu'un premier ministre vaut à la cour de France. Il fut un temps, répondit Athos, où je m'occupais, en effet, de ce que valent les premiers ministres. Mais j'ai formé, il y a déjà plusieurs années de cela, la résolution de ne plus traiter qu'avec le roi. Alors, monsieur, dit Mazarin, qui commençait à s'irriter, vous ne verrez ni le ministre, ni le roi. Et Mazarin se leva. Athos remit sa dépêche dans le sachet, salua gravement et fit quelques pas vers la porte. Ce sang-froid exaspéra Mazarin. « Quels étranges procédés diplomatiques !» s'écria-t-il. « Sommes-nous encore au temps où M. Cromwell nous envoyait des pourfendeurs en guise de chargés d'affaires ? Il ne vous manque, monsieur, que le pot en tête et la Bible à la ceinture. »« Monsieur, » répliqua sèchement Athos, « je n'ai jamais eu, comme vous, l'avantage de traiter avec M. Cromwell, et je n'ai vu ces chargés d'affaires que l'épée à la main. J'ignore donc comment il traitait avec les premiers ministres. Quant au roi d'Angleterre, Charles II, je sais que, quand il écrit à Sa Majesté le roi Louis XIV, ce n'est pas à son éminence le cardinal Mazarin. Dans cette distinction, je ne vois aucune diplomatie. »« Ah !» s'écria Mazarin en relevant sa tête amaigrie et en frappant de la main sur sa tête. « Je me souviens, maintenant !» Athos le regarda étonné. « Oui, c'est cela, » dit le cardinal en continuant de regarder son interlocuteur. « Oui, c'est bien cela. Je vous reconnais, monsieur. Ah, diavolo, je ne m'étonne plus. » « En effet, je m'étonnais qu'avec l'excellente mémoire de votre éminence, répondit en souriant Athos, votre éminence ne m'eût pas encore reconnu. »« Toujours récalcitrant et grondeur, monsieur. »« Monsieur, comment vous appelait-on ? Attendez donc, un nom de fleuve. Potamos, non, un nom d'île. Naxos. Non, père Jove, un nom de montagne. Athos, m'y voilà. Enchanté de vous revoir, et de n'être plus à Rueil, où vous me fîtes payer rançon avec vos damnés complices. Fronde, toujours Fronde. Fronde maudite. Oh, quel levain! Ah, ça, monsieur, pourquoi vos antipathies ont-elles survécu aux miennes? Si quelqu'un avait à se plaindre, pourtant, je crois que ce n'était pas vous, qui vous êtes tiré de là, non seulement les braies nettes, mais encore avec le cordon du Saint-Esprit au cou. Monsieur le cardinal, répondit Athos, permettez-moi de ne pas entrer dans des considérations de cet ordre. J'ai une mission à remplir. Me faciliterez-vous les moyens de remplir cette mission ? Je m'étonne, dit Mazarin, tout joyeux d'avoir retrouvé la mémoire, et tout hérissé de pointes malicieuses. Je m'étonne, monsieur Athos, qu'un frondeur tel que vous ait accepté une mission près du Mazarin, comme on disait dans le bon temps. Et Mazarin se mit à rire, malgré une toux douloureuse qui coupait chacune de ses phrases et qui en faisait des sanglots. « Je n'ai accepté de mission qu'auprès du roi de France, monsieur le cardinal, » riposta le comte avec moins d'aigreur cependant, car il croyait avoir assez d'avantages pour se montrer modéré. « Il faudra toujours, monsieur le frondeur, » dit Mazarin gaiement, « que, du roi, l'affaire dont vous vous êtes chargé, dont on m'a chargé, monseigneur, je ne cours pas après les affaires. Soit, il faudra, dis-je, que cette négociation passe un peu par mes mains. Ne perdons pas un temps précieux. Dites-moi les conditions. J'ai eu l'honneur d'assurer à votre éminence que la lettre seule de Sa Majesté le roi Charles II contenait la révélation de son désir. Tenez, vous êtes ridicule avec votre roideur, monsieur Athos. On voit que vous vous êtes frotté aux puritains de là-bas. Votre secret, je le sais mieux que vous, et vous avez eu tort, peut-être, de ne pas avoir quelques égards pour un homme très vieux et très souffrant, qui a beaucoup travaillé dans sa vie et tenu bravement la campagne pour ses idées, comme vous pour les vôtres. Vous ne voulez rien dire ? Bien, vous ne voulez pas me communiquer votre lettre. À merveille. Venez avec moi dans ma chambre. Vous allez parler au roi, et devant le roi. Maintenant, un dernier mot. Qui donc vous a donné la toison ? Je me rappelle que vous passiez pour avoir la jarretière, mais quant à la toison, je ne savais pas. Récemment, monseigneur, l'Espagne, à l'occasion du mariage de Sa Majesté Louis XIV, a envoyé au roi Charles II un brevet de la toison en blanc,
Charles II me l'a transmis aussitôt, en remplissant le blanc avec mon nom. » Mazarin se leva, et s'appuyant sur le bras de Bernoin, il rentra dans sa ruelle, au moment où l'on annonçait dans la chambre « Monsieur le prince !» Le prince de Condé, le premier prince du sang, le vainqueur de Rocroi, de Lens et de Nordlingen, entrait en effet chez monseigneur de Mazarin, suivi de ses gentilshommes, et déjà il saluait le roi quand le Premier ministre souleva son rideau. Athos eut le temps d'apercevoir Raoul serrant la main du comte de Guiche et d'échanger un sourire contre son respectueux salut. Il eut le temps de voir aussi la figure rayonnante du cardinal lorsqu'il aperçut devant lui, sur la table, une masse énorme d'or que le comte de Guiche avait gagnée par une heureuse veine depuis que son éminence lui avait confié les cartes. Aussi, oubliant ambassadeur, ambassade et prince, sa première pensée fut-elle pour l'or. « Quoi » s'écria le vieillard. « Tout cela de gain ?»« Quelque chose comme 50 000 écus. »« Oui, monseigneur, » répliqua le comte de Guiche en se levant. « Faut-il que je rende la place à votre éminence ou que je continue ?»« Rendez, rendez. Vous êtes un fou. Vous reperdriez tout ce que vous avez gagné, peste. »« Monseigneur, » dit le prince de Condé en saluant. « Bonsoir, monsieur le prince, » dit le ministre d'un ton léger. « C'est bien aimable à vous de rendre visite à un ami malade. »« Un ami, » murmura le comte de la Fère en voyant avec stupeur cette alliance monstrueuse de mots « ami » lorsqu'il s'agit de Mazarin et de Condé. Mazarin devina la pensée de ce frondeur, car il lui sourit avec triomphe, et tout aussitôt « Sire, dit-il au roi, j'ai l'honneur de présenter à votre majesté monsieur le comte de la Fère, ambassadeur de sa majesté britannique. Affaire d'État, messieurs, ajouta-t-il en congédiant de la main tous ceux qui garnissaient la chambre, et qui, le prince de Condé en tête, s'éclipsèrent sur le geste seul de Mazarin. Raoul, après un dernier regard jeté au comte de la Fère, suivit monsieur de Condé. Philippe d'Anjou et la reine parurent alors se consulter comme pour partir. « Affaire de famille, » dit subitement Mazarin en les arrêtant sur leur siège. « Monsieur, que voici, apporte au roi une lettre par laquelle Charles II, complètement restauré sur le trône, demande une alliance entre monsieur, frère du roi, et mademoiselle Henriette, petite fille de Henri IV. Voulez-vous remettre au roi votre lettre de créance, monsieur le comte ?» Athos resta un instant stupéfait. Comment le ministre pouvait-il savoir le contenu d'une lettre qui ne l'avait pas quitté un seul instant ? Cependant, toujours maître de lui, il tendit sa dépêche au jeune roi Louis XIV, qui la prit en rougissant. Un silence solennel régnait dans la chambre du cardinal. Il ne fut troublé que par le bruit de l'or que Mazarin, de sa main jaune et sèche, empilait dans un coffret pendant la lecture du roi.